ce soir. Aujourd'hui, on va être un peu plus positif que… Voilà. Et oui, il faut un bon équilibre. J'espère être le bon équilibre. Donc, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui mon Odyssée des lacs. Avant de commencer, et avant de vous emmener dans ce projet qui est non seulement sportif, environnemental comme tu l'as dit, mais aussi un travail d'équipe, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont travaillé derrière ce gros projet. Je voulais savoir avant aujourd'hui, combien d'entre vous avaient entendu parler de ce projet avant l'annonce, peu importe comment, avant aujourd'hui? Ok, j'ai pas mal bien fait mon boulot du coup, c'est bien. Donc du coup, je vais vous présenter un peu rapidement qui je suis avant tout ça. Je vais devoir rester un peu de côté, voilà. Donc, un petit tour d'horizon sur, on va dire, mon personnage, parce que j'ai commencé, on va dire, ma carrière d'entrepreneur en tant que créateur de contenu. Bon, je le suis toujours, mais j'ai commencé en faisant des vidéos en fait sur Internet. À l'époque, c'était en 2016. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps, mais en même temps pas si longtemps que ça. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'étais l'un des premiers en Suisse à faire ce nouveau métier qu'on appelle aujourd'hui le content marketing, l'influence, peu importe. Et je me suis très rapidement fait découvrir par Coca-Cola, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans. Et pour des raisons éthiques, j'ai arrêté de collaborer avec ce groupe. Et j'ai lancé des projets comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, j'ai monté mon entreprise en 2017. Donc, j'étais, on va dire, indépendant en 2017 et j'ai lancé ma SARL en 2020. Pas la meilleure année, effectivement, de lancer son entreprise. Mais ça a été une super expérience et maintenant, ça se passe très bien. À côté de ça, donc, je travaille avec des entreprises pour les accompagner dans toute la partie digitale, donc développement de leurs produits, services, que ce soit de la publicité, du marketing, de la communication. À côté de ça, j'ai fait aussi un bachelor en marketing et communication à Lausanne au SAVI et 2 brevets fédéraux, un spécialiste en RP et un spécialiste en communication. Et c'est en parallèle finalement de mes études que j'ai développé, on va dire, mes activités à côté. Puis qu'une fois que j'ai eu mon bachelor, je me suis vraiment lancé à 100% dans ma SARL. Je fais aussi un petit peu de cinéma et de production. J'ai produit aussi un documentaire sur ma traversée du Léman, qui était mon premier projet, on va dire, vraiment grand en termes de natation, qui a eu lieu l'année dernière. Et d'ailleurs, je suis venu vous le présenter, je crois, même 24 heures après être arrivé. J'avais encore les cheveux mouillés, des algues dans les cheveux, enfin bref. C'était aussi un très gros projet qui m'a donné envie, et on le verra un peu plus tard, d'aller plus loin avec ce projet Odyssée des lacs. L'acting, le cinéma en ce moment, c'est pas du tout tendance, hein. C'est compliqué comme plein de domaines d'activité. J'ai un très gros projet de série que j'ai dû mettre dans les tiroirs pendant plusieurs années, pour le coup, malheureusement, qui est en train de bien se concrétiser aux États-Unis. Donc, ce sera, je pense, mon prochain gros projet que je garde un petit peu sous le coude pour l'instant. Et comme aujourd'hui, je viens parfois présenter ce que je fais devant des audiences plus ou moins grandes. J'ai été jusqu'à 2500 personnes, donc aujourd'hui c'est très sympa, j'ai l'impression d'être à la maison. Donc j'ai eu l'opportunité aussi de m'occuper de la cérémonie d'accueil des athlètes des Jeux Olympiques de la jeunesse avec le Comité international olympique qui m'a confié cette lourde tâche en une semaine de préparer toute cette cérémonie en live pendant 1 heure en anglais, sans texte, sans rien, donc c'était un pur plaisir. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, on va parler un petit peu de sport. Donc, en dehors de la natation, j'ai fait aussi pas mal de courses à pied. J'étais l'un des plus jeunes à faire le marathon de New York en 2017. Et j'ai été aussi pris dans l'armée suisse pour être pilote de chasse à l'armée, ce qui ne s'est pas du tout bien passé pour moi et j'ai très vite changé de sujet. Donc, il y a un élément commun à tout ce que je viens de vous présenter. Pour moi, c'est l'ambition, c'est la passion même. J'ai découvert le milieu aquatique quand j'étais très jeune, à 8 ans, et je suis tombé dedans un peu par hasard parce que je faisais du judo quand j'étais plus jeune et j'étais un petit peu en surpoids. Ma maman a fait une très grande performance en accouchant avec un bébé de 4 kg 5, 6, donc un gros bébé, et j'ai traîné un peu ce surpoids pendant on va dire mon jeune âge. Et du coup, au judo, évidemment, on combat des gens de son gabarit. Et j'avais 8 ans et je combattais des gens qui avaient 10, 12, 13 ans. Donc j'avais quelques kilos en trop, effectivement. Ça ne se voit pas trop là, hein. La seule différence, c'est que je mets un maillot de bain maintenant quand je vais me baigner. Mais à part ça, c'était voilà, une très belle période. Mais je me suis blessé du coup à cause des chutes à répétition. Et mon médecin m'a forcé d'arrêter et de remuscler mon dos et de choisir du coup soit l'aviron, soit la natation, qui sont les 2 meilleurs sports en tout cas pour le dos. Vous avez la réponse du sport que j'ai choisi. Et ça n'a pas du tout été une évidence. Comme vous pouvez le voir, là c'est moi on ne me lancerait pas 5 centimes, hein. C'est vraiment une période un peu compliquée pour moi. Je n'étais pas du tout à l'aise en maillot de bain. Donc évidemment, quand on arrive
entouré de jeunes qui n'ont pas forcément ce filtre social qu'on a peut-être nous, adultes, quoique. Mais la problématique, c'était vraiment de se mettre en maillot de bain devant les gens et puis surtout de voir que j'étais aussi pas fait vraiment pour ce sport à la base. Au bout de 2 ans, quand la compétition commence à commencer, qu'on est forcé à nager plus de 10 heures par semaine, ce qui est plutôt beaucoup pour un garçon de 10 ans qui arrive gentiment dans les écoles obligatoires, on m'a gentiment recommandé d'arrêter parce que je n'étais pas fait pour ça. J'étais vraiment dernier, elle avait raison, hein, mon entraîneur pour le coup. J'étais dernier partout, donc vraiment le dernier du classement. Et ce jour-là, j'ai dit devant tous mes camarades de classe, de natation, que non seulement j'allais continuer, mais qu'un jour je ferais champion suisse. Et je suis le seul de mon équipe qui a fait champion suisse de mon club 10 ans plus tard. Donc, comme quoi, c'est je dirais, une détermination que j'ai eue depuis tout jeune. Je n'ai jamais vraiment suivi les clous ni ce qu'on me disait. Pour moi, ce qui était possible, c'est ce que je voyais ailleurs chez les autres. Et je me suis dit, cette compétition, elle existe. Il y a des gens qui repartent avec des médailles, donc pourquoi pas moi? Et j'ai arrêté donc ma carrière sur ça en 2015. Et ensuite, je me suis attaqué à l'Odyssée du Léman, donc la traversée du Léman en longueur en faveur de la préservation des eaux et qui m'a mené à ce rêve encore plus fou de faire les 5 plus grands lacs de Suisse en moins de 15 jours, toujours en faveur de la préservation des eaux. Parlons un petit peu de cette cause. Je l'ai découverte d'une manière assez surprenante. On parlait un petit peu du Covid avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis lancé dans la préparation de mon premier défi, donc la traversée du Léman, il n'y avait pas d'accès aux piscines pour les personnes qui ne sont pas sportives d'élite. Ce n'était plus mon cas du coup, puisque j'avais quitté entre guillemets mon club. Donc pas d'autre choix que de s'entraîner tout l'hiver dans le lac Léman. Donc les eaux sont à 5 degrés, donc pas hyper agréable. On ne peut pas s'entraîner énormément de temps. Mon record, je crois, à 5 degrés, c'est 3 heures, donc c'est déjà beaucoup. Mais avec une combinaison plus ou moins banale, ce n'est pas des combinaisons sèches qu'on voit chez les plongeurs. Donc c'est des combinaisons d'1 à 2 mm maximum qui sont homologuées du coup et les mêmes que j'utilise pour faire mes traversées l'été. Et du coup, la seule différence, c'est que parfois j'ai des petits gants au bout des mains et des chaussons au bout des pieds pour éviter les gerçures au bout des extrémités. Et en fait, ce qui est génial quand on nage l'hiver, c'est que non seulement il n'y a personne, mais le lac est incroyable, il est transparent, il n'y a pas beaucoup de navigation, ce qui fait que les fonds ne sont pas beaucoup, entre guillemets, bougés et on voit extrêmement bien ce qui se passe au fond. Et c'est comme ça que j'ai découvert ceci, en nageant à Prévrange, pour ceux qui sont un petit peu familiers peut-être, pas forcément de ce côté-là, mais je viens de Morges, donc c'est par là que je m'entraînais. Et donc, des choses ignobles qu'on trouve sous l'eau. Et pour avoir vécu toute ma vie sur les côtes du lac Léman, plus précisément à Morges, j'ai nagé dedans évidemment plutôt l'été et j'avais pas du tout conscience qu'il y avait autant de choses au fond du lac. Et je suis aussi tombé sur la problématique qu'on connaît bien et que j'ai beaucoup défendue ces dernières semaines, qui est le mégot de cigarette, qui pour la biodiversité est confondu avec la nourriture, ce qui fait que les animaux le mangent et ça finit dans nos assiettes et c'est pas hyper sympa. En dehors de ça, ça pollue énormément d'eau une fois qu'un mégot tombe dans l'eau. D'ailleurs, est-ce que vous savez, si quelqu'un me suit ici, vous le savez, sinon je n'ai pas bien fait mon travail, combien de litres d'eau pollue un mégot de cigarette? 1000. C'est 1000 litres d'eau. Ou 500, c'est quoi la vraie information? Alors, il y a toutes les… Effectivement, c'est une très bonne question. Alors, il y a plein d'informations. Je vais rencontrer la semaine prochaine le fondateur de Summit Foundation, d'ailleurs, à ce sujet. Il y a énormément d'informations qui tournent, d'ailleurs, sauf erreur, sur ce graphique. Je crois que j'ai même dû changer le graphique parce que depuis l'année dernière, le chiffre a changé. C'était 500 avant et maintenant c'est 1000. Et en fait, ça a été fait en laboratoire ici à Genève. Ça a été testé avec des daphnies, ça s'appelle. C'est des petits micro-organismes en fait, qu'on met dans des litres d'eau finalement. Et on laisse une cigarette tomber dedans et on regarde combien en fait, d'entre elles, entre guillemets, survivent. Et 1000 litres d'eau, c'était entre guillemets la limite jusqu'à ce que la totalité des animaux en fait, mouraient à l'intérieur. Donc, c'est aussi un chiffre qui peut varier. Enfin, évidemment que quand ça tombe dans le lac Léman, il n'y a pas un bloc de 1000 litres qui se pollue et puis qui bouge comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai apprises du coup en m'associant à l'ASL, l'Association pour la sauvegarde du Léman, qui est basée à Genève depuis plusieurs dizaines d'années et qui m'a appris plein de choses, notamment au niveau scientifique. Il y a 55 tonnes de plastique qui finissent dans le Léman par année, c'est énorme. Et il y a évidemment plein d'autres choses, notamment les dégâts de la cigarette sur lesquels j'ai décidé un petit peu de me focaliser cette année. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des actions qu'on a mis en place pour défendre cette cause, parce que c'est bien joli de dire que ça se passe, mais il faut aussi faire des choses.
Donc on a, on va dire, splitté ça en 3 choses différentes. La première, ça a été de travailler la notoriété de ce problème, parce qu'il faut savoir que la pollution des eaux, c'est invisible à l'œil nu la plupart du temps. Évidemment, quand on sort un pneu de l'eau, c'est plus ou moins concret, mais quand une cigarette tombe dans l'eau, elle coule et tout finit par finalement se mélanger avec l'eau. Donc c'était un gros challenge de pouvoir communiquer autour de toutes ces questions, notamment avec la presse qui finalement n'a pas vraiment d'intérêt, on va dire, de communiquer sur ce genre de choses. Donc l'idée, c'était d'utiliser ce support sportif pour amener des nouvelles finalement positives, monsieur. Non, mais du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir communiquer sur tout ça et surtout d'offrir des solutions aux gens et pas de pointer du doigt une industrie quelconque, etc. Parce que finalement, malgré qu'on soit peut-être en bas de la chaîne de décision, c'est les consommateurs qui influencent le plus finalement ce qui se passe en haut. Évidemment qu'il faut que le plus haut que ça bouge, mais de commencer par le bas, ça me paraissait important. On a aussi lancé des paris sportifs. Donc le but, c'était de proposer aux gens de parier sur le nombre de jours que j'allais faire pour traverser ces 5 lacs. Donc à la base, on avait prévu 15 jours. On l'a nagé en 11. Et du coup, les personnes qui avaient parié juste se sont vues tirer au sort et on avait plein de partenaires comme Swisscom par exemple qui soutenaient le projet où on a pu offrir des téléphones, des choses comme ça et de collecter tous ces fonds et de les utiliser aussi pour créer d'autres actions en faveur de la préservation des eaux et d'organiser une collecte de mégots qui s'est terminée il y a quelques jours en arrière qui visait à collecter le plus de mégots possible, si possible de battre le nombre de mètres que j'ai effectué à la nage en 15 jours, la même durée que j'avais prévue, de faire mes 5 lacs et du coup de battre les 188 000, ce qu'on a fait, mais je vous en parlerai un peu plus juste après. Ce qui est inquiétant. C'est très inquiétant. Et le record est bien plus haut et du coup on va s'attaquer au printemps prochain à essayer de battre le record qui est d'1 million en 2 semaines. Et honnêtement, avec le peu de moyens qu'on avait pour communiquer autour de ce challenge, c'était déjà énorme et de se dire que des grandes associations de plusieurs milliers de bénévoles font que 4 fois mieux que nous, entre guillemets. C'était très inquiétant, mais le but, c'est surtout de débarrasser la Suisse des mégots, puisque oui, c'est un problème d'en trouver par terre, mais s'ils tombent dans l'eau, c'est encore pire et c'est irréversible. Donc l'idée, c'était de travailler là-dessus. Mais comme je vous le disais, l'objectif, c'était vraiment de communiquer un maximum sur les médias, on va dire sociaux déjà, mais aussi dans les médias traditionnels, qui touchent finalement, pour toucher des cibles, finalement, monsieur et madame tout le monde, qui ne se rendent peut-être pas compte aussi de leur impact à titre personnel, que ce soit des fumeurs qui jettent leurs mégots par terre ou des gens qui jettent leurs déchets par terre aussi, ou tout simplement d'inciter aussi les gens, même si ce n'est pas les leurs, s'ils voient un déchet et qu'ils ont le temps de le ramasser, ce n'est pas toujours hyper sexy, mais ça fait un énorme impact et une énorme différence. Donc on a eu la chance d'avoir un énorme soutien médiatique, c'est pour ça que je suis un peu déçu que tout le monde n'ait pas levé la main. Mais on a eu à peu près une centaine d'articles sur l'année en cours, donc, depuis juin finalement. Donc un très bon résultat et on a eu énormément de chance aussi en termes de partenaires, puisque pour monter ce projet, il fallait également trouver des sponsors, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Parlons un peu de la préparation. Ça a duré 3 mois. Certains disent c'est pas beaucoup, d'autres disent c'est peu, beaucoup, j'en sais rien. Mais malheureusement, j'ai eu un gros souci de santé à la suite du Covid pour le coup. J'ai aucun antécédent médical ou quoi que ce soit. J'ai jamais été à l'hôpital de ma vie. Et le Covid m'a envoyé à l'hôpital, pas directement le Covid, mais m'a enflammé en fait des parties respiratoires en fait qui sont beaucoup sollicitées pendant la natation et qui en fait, au travers de mon expérience sur le Léman, a laissé des traces. Et 6 mois plus tard, j'ai eu beaucoup de douleurs à la poitrine, donc au niveau ici du sternum. Et c'est pas du tout grave, c'est juste musculaire, ça s'est enflammé, mais j'ai eu très peur quand ça a surgi. Et ça m'a développé des angoisses de ne pas savoir ce que c'était, que ça se trouve au niveau du cœur. Donc à chaque fois que j'avais le cœur qui battait plus vite, quand on fait du sport, c'est un peu évident, ça m'envoie un signal au cerveau qui dit il y a un problème, il faut s'arrêter. Donc j'ai dû me battre avec tout ça, voir énormément de spécialistes pour comprendre finalement ce que c'était. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de séquelles de ça. On en parlera aussi pendant mes traversées. Mais j'ai développé beaucoup d'angoisse alors que je ne suis pas du tout quelqu'un de stressé à la base. Et c'est malheureusement ce que le Covid m'a légué, si on peut dire ça comme ça. Et maintenant, mon objectif, c'est clairement de vivre avec. Et j'ai réussi à le prouver, en tout cas sur ces 5 lacs, que c'est possible.
Et donc, l'objectif était de faire un maximum de choses en 3 mois, puisque j'ai dû m'arrêter à cause de ce problème médical. Donc, l'objectif, c'était de nager 3 à 4 fois par semaine, plutôt en piscine cette fois. J'en avais un peu marre du lac froid l'année précédente. M'entraîner 1 à 2 fois par semaine en salle. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grande machine, il n'y a pas de poids de 12 000 kg qui traîne. C'est énormément de travail très précis sur des muscles en fait, qu'on utilise pour se stabiliser, parce qu'il faut savoir qu'en natation, la différence avec des sports sur l'eau, c'est qu'on n'a en fait aucun point d'appui. Donc, en n'ayant aucun point d'appui, vous devez avoir un super gainage. Et ce n'est pas seulement les abdos qu'on voit, d'ailleurs les miens on ne les voit pas, mais c'est plutôt d'avoir une tension en fait, musculaire générale qui est hyper bonne. Et puis l'objectif c'était d'entraîner aussi des tout petits muscles que je ne connaissais pas moi-même avant de commencer cette nouvelle préparation pour pouvoir aussi, quand on nage de 11 à 14 heures d'affilée sur un lac, de pouvoir changer en fait de groupe musculaire pour continuer à avancer et performer correctement sans se blesser. Et puis ensuite, il y avait l'entraînement mental, la partie la plus importante que tous les sportifs, en tout cas la grande majeure partie, oublient et mettent de côté. C'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu de travailler sur mon mental, puisqu'évidemment quand on nage, malgré qu'il y a toute une équipe qui m'entraîne, si je décide de sortir de l'eau, eh ben, personne ne va pouvoir vraiment me pousser à rester dans l'eau. Donc il fallait trouver toutes ces problématiques, voir où étaient mes peurs, où étaient les freins qui pouvaient arriver, l'eau froide, les courants, tout ça, et de pouvoir en fait avoir un schéma mental qui permet de vaincre finalement ces freins le plus vite possible avant que ça devienne incontrôlable. Et l'objectif, c'était à la base de traverser les 5 plus grands lacs de Suisse en moins de 15 jours, ce qui a été aussi réalisé. Au point de vue logistique, là aussi, on a été attendu au tournant sur cette logistique, puisque quand on se positionne sur la préservation des eaux, évidemment, ça ne fait pas vraiment sens d'avoir un bateau à moteur classique. Donc, on s'est battu et on a trouvé, comme sur ma traversée du Léman ici, où on a pu avoir le bateau que vous connaissez peut-être qui s'appelle Flotin, qui est un des plus gros bateaux à Genève d'ailleurs. C'est un catamaran qui fait aussi bed and breakfast, un super endroit que je vous invite à utiliser aussi. Et puis, on a réussi à trouver du coup une start-up qui fait des bateaux et des moteurs en fait électriques. Donc, on a eu 0 émission de CO2 pendant nos traversées sur les lacs. Évidemment, on a dû utiliser des camping-cars et des voitures pour nous déplacer. Le camping-car étant le moyen de tourisme le plus durable, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, était aussi une recherche de notre part de pouvoir être aussi le plus flexible possible, puisque la météo est clairement celle qui décide de nos traversées. Et du coup, c'était une grande chance de pouvoir être mobile et de surtout de réserver un peu au dernier moment tous les campings. Et on avait donc 2 camping-cars pour toute l'équipe, on était à peu près 11, et une voiture pour faire les petits trajets, les trucs comme ça, pour éviter de, on va dire, amasser tous les camping-cars et les affaires pour faire juste une petite course. Et à côté du bateau se trouvait du coup un kayak qu'on laissait attacher, mais qui nous permettait aussi de pouvoir quitter le bateau en cas de problème, si quelqu'un faisait un malaise ou autre, de pouvoir le ramener à bord sans abandonner finalement la traversée en cours, et surtout de pouvoir prendre des images depuis d'autres points de vue pour pouvoir mettre en avant notre utilisation de ce bateau qui est très rare et qui doit être développé pour minimiser l'impact de la navigation sur les lacs suisses. Pendant que vous voyez ces petites images qui ont été montées par la RTS, réalisées par nous, mais montées par la RTS lors de notre arrivée, je vais vous amener, on va dire, à l'intérieur de ce défi, ce que je n'ai pas vraiment montré au grand public, malgré que j'ai quand même beaucoup communiqué sur tout ce qui s'est passé. L'idée, c'est de vous amener jour par jour, de vous amener les bons, les mauvais moments. Il y a eu plutôt des bons, mais il y a eu quand même des mauvais moments. Et de vous amener au travers de ce défi d'une manière un peu plus intimiste et de vous partager un peu, on va dire, les backstage. Parce que clairement, il y avait beaucoup de choses qu'on n'a pas pu dire, étant donné que à chaque fois, il fallait communiquer le plus rapidement possible, puisqu'on arrivait le soir très tard, le lendemain, on se déplaçait, et 36 heures plus tard, en fait, à la fin d'une traversée, on traversait un autre lac. Donc, on cannibalisait notre propre communication en traversant des lacs, donc il fallait absolument communiquer en direct. Et ça, c'est l'arrivée à Neuchâtel. Commençons par le dimanche 21 août, donc c'est la date de cette année à laquelle je me suis élancé pour mon premier lac, le lac de Lugano, un lac dans lequel je n'avais jamais nagé avant. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Il faut toujours aller nager dans ces lacs et faire des repérages. On l'a fait sur d'autres lacs, mais on n'a pas pu faire celui-ci. Et c'est
je me suis mis de dos parce que vous ne voulez pas voir la tête que j'ai au départ. J'étais très très stressé pour plein de raisons différentes. La première, c'est que clairement, on arrive au bout finalement d'une préparation qui est que de 3 mois, mais qui a été très très difficile à mettre en place. Toutes les autorisations qu'il a fallu faire pour avoir tous ces accès, de traverser ce pont, enfin bref, on en parlera. Mais surtout, de pouvoir gérer aussi une équipe qui est à terre, qui est avec vous sur le bateau pendant que vous avez la tête dans l'eau et qui doit quand même gérer la logistique pendant que vous traversez parce que vous avez 0 heure finalement de gestion de projet dans votre journée. Donc aussi pour arriver à Porlezza, qui est un petit village en Italie, vous savez Lugano qui est par là, normalement il faut à peu près 3h30 depuis Morges, 4 heures depuis ici. On a mis 12 heures de voiture parce qu'il y avait des rentrées de vacances qui étaient censées se faire plutôt dans l'autre sens, pas dans notre sens. Mais malheureusement, le Gothard était bouché et on est arrivé très très tard. Donc on a juste eu le temps de mettre le bateau à l'eau de nuit. Je n'ai pas pu nager dans l'eau. Je me suis couché très très tard. J'ai dormi 3h30, ce qui n'est pas du tout recommandé pour ce genre d'effort. Et c'est donc avec toutes ces choses que je me suis élancé pour ce premier lac. Les challenges, il y en a eu plusieurs. Le premier, c'était déjà le challenge, on va dire, technique, qui était ce pont, que vous connaissez sûrement si vous avez été à Lugano une fois que vous avez traversé ce pont. Un pont qui n'est pas du tout fait pour être traversé à la nage, puisque aucun nageur avait traversé ce lac en longueur avant moi. Donc on n'avait aucune idée de, entre guillemets, la profondeur, les courants, toutes ces choses-là qu'un nageur aurait pu nous partager et que les bateaux n'ont pas forcément idée lorsqu'ils font de la navigation pure et simple. La deuxième, c'est que ça n'a pas manqué. Au bout de 45 minutes, le manque de sommeil, la fatigue, le stress a explosé et j'ai fait une crise d'angoisse dans l'eau. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une crise d'angoisse, j'ai appris ça cette année puisque malheureusement, je fais partie de cette équipe-là maintenant. C'est donc vraiment l'impression que vous allez mourir. Donc vraiment, vous ne vous sentez pas bien, vous avez le cœur qui se serre, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous allonger, de respirer et d'être entre guillemets entre de bonnes mains. Et il faut vous dire que là, je suis dans un lac, il y a 300 mètres de fond, des montagnes autour et aucun moyen de monter sur le bateau puisque si je touche le bateau, tout s'arrête. Donc du coup, j'ai dû apprendre à canaliser mon énergie et mon angoisse moi-même. Ça m'a pris 3 heures dans lesquelles je nageais, je continuais à nager évidemment, mais où dans ma tête, si vous voulez, tous les messages que j'avais, c'était de sortir de l'eau. Donc je regardais le ciel, j'avais la tête qui tournait, le vertige, je regardais les montagnes qu'on voit un petit peu là autour, j'avais le vertige, alors que je n'ai pas du tout ça. Mais mon cerveau, en fait, a tout simplement disjoncté et a dit « il faut sortir ». Et au bout de 3 heures, j'ai réussi à combattre mon cerveau, lui faire continuer à nager. Et on s'est pris une surprise, sachant que je suis quelqu'un d'assez, on va dire, méticuleux dans mon organisation. J'avais une équipe du coup qui s'occupait de regarder qu'on n'avait pas d'événements, non seulement sur les lacs, mais autour des lacs pour éviter d'être bloqué de manière logistique. Et on a raté la traversée du lac de Lugano en largeur à la nage. Donc du coup, c'est un événement centenaire, je ne sais pas comment on l'a raté, mais je me suis fait arrêter pendant 20 minutes par la police du lac qui gère du coup cette course pour me dire, donc déjà la synchronicité pour se retrouver nez à nez avec leur départ, il n'y a pas beaucoup de monde, il y avait peut-être 200-300 personnes et j'ai dû m'arrêter pendant 20 minutes pour les laisser passer alors qu'ils n'étaient pas partis. Donc j'ai dû prendre mon mal en patience, j'ai pris le temps du coup de bien respirer, de pouvoir me lancer à la suite de ce défi. Et du coup, ce qui m'a valu la réussite de ce premier défi, de devenir aussi le premier homme à traverser le lac de Lugano. On a mis 11h18, j'avais prévu de le faire en moins d'11 heures. Si on n'avait pas attendu les 20 minutes, on l'aurait eu, malgré l'angoisse et tout ça qui m'a pas mal ralenti. Et on a fait 35 km et c'est comme ça que se sont passées cette première expérience. En rentrant, j'allais dire à la maison, mais non, dans le camping-car, qui du coup a été déplacé par l'équipe de terre à l'arrivée du lac en question. Il fallait non seulement en une journée chrono pouvoir récupérer, donc boire, manger, se faire masser aussi par les équipes de physio qui m'ont suivi aussi pendant tout ce tour pour être sûr qu'il n'y avait pas de blocage mécanique dans tout ce que je faisais. En théorie, il ne devait pas y en avoir puisque je nageais à une distance, enfin à la même vitesse si vous voulez que vous marchez. Donc vous pourriez marcher tous les jours longtemps. Et l'objectif, c'était de répliquer ça à la nage. Et ce qui est différent avec la marche et la natation, c'est que la natation, il n'y a aucun contact. Comme je vous ai dit, on n'a aucun point finalement de friction avec le sol. Et donc, on ne dépend pas du tout de la gravité. Ça amène d'autres problèmes.
mais pas ceux en fait, de problèmes musculaires, si on nage pas trop vite et qu'on ne se brûle pas. Et donc l'idée, c'était de travailler évidemment sur son mental, parce que de vivre cette traversée assez chaotique, c'était assez compliqué, et d'enchaîner du coup le mardi 23 août avec le lac de Zurich, qui à nouveau est un lac qui n'a jamais été traversé en longueur avant nous, à notre connaissance. Donc à nouveau, beaucoup de stress de revivre la même chose que j'ai vécue il y a 48 heures, même pas en arrière. Mais je partais serein parce que sur ce lac, on a pu faire une répétition qui ne s'est pas du tout bien passée, mais pour le coup, c'est mieux pas bien que ne pas l'avoir du tout. Donc j'avais déjà passé ce pont, donc je savais un petit peu comment l'appréhender. Et surtout, j'ai compris que ce lac, qui est très très joli de voir de l'extérieur, est très compliqué puisqu'il est très étroit et en fait, c'est une rivière géante. Donc il y a énormément de courants. Il y a plein d'autres challenges que je vais vous présenter aussi après, mais j'avais envie de vous présenter ma stratégie de nage, puisqu'on se dit, c'est la première question qu'on me pose, c'est mais est-ce que tu fais du crawl tout du long? Est-ce que tu respires sur le dos? Est-ce que tu fais de la brasse? Alors la stratégie qu'on a décidé d'adopter, c'est de nager pendant 55 minutes sur le ventre, donc en crawl, puis faire 5 minutes sur le dos pour pouvoir en fait ouvrir la cage thoracique qui est en fait constamment fermée quand vous êtes comme ça en train de nager en crawl. Et du coup, l'objectif, c'était de pouvoir respirer à plein poumon. Là, on ne voit pas trop, mais il y a pas mal de vagues, donc c'est des fois un petit peu compliqué, mais généralement, ça se passe plutôt bien. Et donc ensuite, de faire 5 minutes de pause, ce que j'appelle la position de la loutre, où je reste dans l'eau avec finalement une petite équelle, de la même manière que les animaux, et où il y a toute ma nourriture dedans. Et puis l'objectif, c'est de manger un maximum, de boire un maximum en 5 minutes chrono. Donc généralement, j'arrive à avaler à peu près 1000 calories en 5 minutes. L'objectif, ce n'est pas de les vomir plus tard, donc il faut bien mâcher, bien les digérer. Et pour ça, on a analysé énormément de choses et testé pas mal de choses aussi sur le Léman pour pouvoir le faire de la meilleure manière possible. On parlait des challenges sur ce lac de Zurich. Non seulement voilà, le côté étroit du lac qui fait qu'il y a énormément de courants. Là, vous avez ce pont qui, depuis en haut, est très impressionnant, mais en fait, depuis en bas, ce n'est pas très compliqué. La seule chose qui est très impressionnante, c'est les belles maisons qu'il y a autour du lac de Zurich. On a vu Federer par la fenêtre d'ailleurs. Mais c'était très très sympa de pouvoir vivre ce moment, de passer un pont pour un nageur, c'est vraiment quelque chose d'assez fou parce que généralement, on est au soleil tout le long, il n'y a pas d'ombre. Et tout d'un coup, on passe sous ce truc assez étrange où on entend les voitures qui résonnent dans l'eau, on entend les bateaux, on entend plein de choses, donc c'est vraiment assez fou. Et en parlant des bateaux, il faut savoir aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment prévu, mais sur le lac de Zurich, qui est très étroit encore une fois, il y a énormément de bateaux, pas forcément des bateaux comme on a ici la CGN, mais des ferries sur lesquels il y a des voitures. Donc malheureusement, je n'ai pas la priorité, donc j'ai dû m'arrêter une bonne dizaine de fois pour laisser passer des bateaux à l'aller et au retour, puisque en théorie, je ne pouvais pas vraiment savoir quand est-ce qu'ils allaient repartir et pas qu'ils m'écrasent. Et la petite anecdote, c'est qu'on a perdu notre kayak au plein milieu du lac et du coup, l'équipe a dû plonger pour aller le chercher sans que je m'en aperçoive. Mais ça s'est très bien passé aussi. C'était une très très belle traversée. J'ai fait un temps, on va dire, plus ou moins bon. Très heureux d'être arrivé au bout. On avait pas mal de presse du coup à Zurich, ce qu'on ne voit pas là, mais ça c'était plutôt la famille et les amis, mais qui étaient venus justement assister à cette première historique, malgré que ça me paraît complètement fou que ce lac n'ait jamais été traversé avant. Il y a une course qui existe depuis le pont justement, mais il manque une bonne dizaine de kilomètres pour faire le lac en entier. Et du coup, on est devenu, mon équipe et moi, la première équipe finalement à l'avoir traversé malgré que je nageais tout seul. Parlons un peu du sommeil, c'est une partie très importante. Pour performer, il me faut à peu près 8 heures de sommeil dans la vie de tous les jours. Avant de faire un défi comme ça, le mois d'avant, je dors en tout cas 9 heures par nuit. Et la semaine d'avant, normalement entre 10 et 11 heures pour remplir un maximum les réserves de sommeil puisque j'avais bien prévu, je n'ai pas beaucoup dormi pendant mon challenge. Pas forcément parce que je n'avais pas envie, mais parce qu'en fait, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que quand vous êtes à plat ventre en train de nager ou sur le dos toute la journée, votre corps a bien compris que vous vous êtes donné, vous dépensez des calories, mais en fait, votre cerveau, de la même manière où vous avez votre téléphone qui s'allume quand vous le levez et qui s'éteint quand vous le baissez, a l'impression que vous avez dormi. Donc, quand vous vous couchez le soir, après avoir fait 14 heures d'effort, vous n'arrivez pas à dormir. C'est impossible. Donc, on a dû trouver des techniques et ça, on l'a découvert vraiment pendant la traversée. Donc, on a fait des répétitions, on a fait aussi des lacs très longtemps, etc., dormir un jour dans un camping-car et tout. Et on n'avait pas vu ça, donc c'est un élément qui est venu après le deuxième lac.
Et du coup, impossible de dormir. Donc on a dû trouver des solutions, dormir debout, dormir assis, et surtout de trouver aussi des manières de faire croire au corps qu'en fait il est en train finalement d'être debout, sans forcément que je sois debout et en train de marcher finalement. Vient ensuite le lac de Constance, un lac magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller faire un tour là-bas. C'est un lac trinational puisqu'il est bordé par la Suisse ici, l'Autriche là en bas et l'Allemagne. Comme vous pouvez le voir, on ne l'a pas traversé complètement en longueur. Le bout est juste ici, le vrai bout est là. Puisque quand on a fait nos recherches pour pouvoir traverser ce lac, la police de la navigation des deux pays voisins, donc l'Autriche et l'Allemagne, nous a demandé du coup de nous suivre en hors-bord. Pour des questions de sécurité, avec ce qui se passe actuellement, de ne pas avoir entre guillemets un naufragé qui traverse le lac sans entre guillemets sécurité, malgré qu'on ait un bateau. Et donc, on a décidé de ne pas le faire, donc de ne pas passer par ces deux pays finalement de manière complète, pour la simple et bonne raison qu'on ne voulait pas non plus avoir deux hors-bord alors qu'on se bat pour la préservation des eaux. Donc du coup, moi qui suis un petit peu puriste, je me suis dit comment je vais pouvoir expliquer qu'on ne traverse pas complètement ce lac. Et donc, on a eu une très bonne nouvelle entre guillemets pour nous, mais pas du tout pour l'environnement. On a rallié le tracé du Rhin qui traverse le lac de Constance et qui est le lac le plus pollué en microplastique d'Europe. Donc ça a été l'occasion de mettre ce lac à l'honneur, de pouvoir parler aussi de ces microplastiques qui sont aussi une problématique bien connue maintenant, non seulement sur le Léman mais dans plein de fleuves, rivières et lacs suisses. Et du coup, vous allez rire, mais retenez bien ces petits microplastiques qui ont l'air tout petits à la loupe, puisqu'on va les voir de plus près plus tard sur mon visage, tellement il y en avait. En fait, ils se sont collés à ma peau. Donc c'est un phénomène assez fou. Mais avant ça, on va parler un petit peu des challenges que j'ai vécus un petit peu sur ce lac. Jamais 203, j'ai eu une crise d'angoisse. Rien de nouveau sous le soleil. Là, pour le coup, je me suis déclenché ma peur tout seul. Je nageais en fait, je respire toujours sur la droite, donc côté du large, si vous regardez entre guillemets la carte qui est là, donc j'avais toujours la tête qui regardait là-bas. Et à peu près ici, j'ai eu l'idée de respirer de l'autre côté. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que j'étais très proche du bord. Et en fait, ça m'a fait un coup de panique. Et là, tout s'est déclenché. Et j'ai de nouveau eu le droit à 3 heures de dialogue interne pour essayer de me convaincre de continuer à traverser ce lac. Mais ça s'est très bien passé. L'eau était très très froide. Il y avait énormément de bouts de bois. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop sur les photos parce que généralement, l'équipe essaie plutôt de les repousser que de les prendre en photo et que je me les prenne. Mais il y a des troncs d'arbres dans l'eau, surtout là-bas, puisqu'il y a un espèce de microclimat, tout est plat en fait dans cette région et il y a énormément de vent. Et ils ont eu une tempête qui nous a valu de devoir zigzaguer entre des troncs. Je m'en suis pris un qui a failli me casser du coup ma paire de lunettes qui coûte très très cher. Mais ça ne nous a pas empêché de terminer cette traversée. La traversée la plus longue, la traversée la plus difficile. Et comme vous pouvez le voir ici, je suis bien marqué par le soleil et surtout par les microplastiques que vous pouvez voir ici sur ma joue qui se sont en fait agglutinés sur les zones sèches de la peau. Et puis qui en fait par effet entre guillemets de succion se sont fait entre guillemets coincés par les pores de la peau. Donc on pouvait faire ça et j'avais vraiment de la poussière de plastique sur la figure. Et donc vous pouvez me voir très très maigre, bon vous ne me connaissez pas en maillot de bain mais très très maigre après cette troisième traversée, mais en bonne forme et je savais qu'à présent il me restait 2 jours avant d'enchaîner le prochain, c'était prévu, on voulait avoir 2 jours de pause. Là, c'était l'occasion de revoir toute mon équipe à terre et sur le lac et ceux qui m'ont accompagné dans la préparation. Ça m'a fait beaucoup de bien de les voir, mais on a eu un très gros souci. Notre bateau solaire est tombé en panne. Donc, quand on l'a mis dans le lac des 4 cantons, qui est le prochain lac que j'allais traverser, impossible de démarrer. Donc, c'est une technologie qui est tellement difficile à gérer, en fait, il y a tellement peu de personnes qui arrivent à le réparer qu'on a mis du coup un jour entier à ne pas savoir si on allait partir ou pas. Et pour moi, c'était hors de question de traverser ce lac avec un bateau à moteur. C'était complètement contre-productif pour moi. Et rajouter à ça la météo qui, après 5 jours plutôt pas mal, a commencé à se gâter avec une application qui ici s'appelle Windy, qui est plutôt utilisé par les marins pour savoir justement les vents, dans quelle direction ils vont,
qui me disait qu'on allait avoir le vent de face tout du long, et Météo Suisse qui me disait qu'on allait avoir le vent dans le dos. Donc il fallait faire un choix et décider si on allait partir ou pas à l'heure, enfin au jour prévu. J'ai décidé de partir. Donc là, vous pouvez me voir tel un clochard sur le bord du, du lac à 5h et quelques du matin. J'ai oublié ma combi ce jour-là. Super, sachant que le camping-car est à 30 minutes de route, donc on est parti très en retard. Là aussi, pas très rassuré, mais je connaissais très très bien ce lac puisque j'ai pu faire une répétition dedans et c'est pour moi l'un des plus beaux lacs de Suisse, le lac des Quatre Cantons. Si vous l'avez déjà vu, peu importe sous quel angle, pour moi c'est littéralement un autre monde. Un lac très impressionnant, bordé de montagnes qui pourraient faire très peur, mais je ne saurais pas vous expliquer comment. Je me suis toujours senti hyper bien dans ce lac. Le lac qui a aussi l'eau la plus propre de Suisse. Donc il a très peu de pollution, il a énormément de déchets d'encombrants qui tombent, puisqu'en fait il n'y a pas de bord, tout va directement au fond. Donc c'est un lac qui est très très profond. Et la grande problématique dont on parlera, c'est ce qu'on appelle ces goulots d'étranglement qui sont très 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 étroits, malgré qu'on peut penser que c'est immense vu d'en haut. C'est très étroit et il y a énormément de navigation touristique sur ces lacs, donc il fallait être très vigilant. Je vais vous parler un petit peu du matériel, un matériel un peu, on va dire, technique. Déjà, je nage avec la musique. Ça, c'était un peu une volonté de ma part pour ne pas m'ennuyer déjà, et d'avoir un peu de compagnie. Mes lunettes, qui sont des lunettes connectées qui ont été développées par une start-up au Canada, qui me permettent en fait d'avoir le temps qui passe dedans. Ça peut paraître un peu barbare d'avoir le temps qui passe dans ces lunettes tout le temps, mais c'était un bon moyen pour moi de savoir où je me situais entre chacune de mes pauses et de ne pas avoir besoin d'avoir, entre guillemets, la surprise de m'arrêter à un moment donné sans que je m'en aperçoive. Et aussi, là on ne le voit pas très bien, mais mon nombre de coups de bras par minute. C'est les deux seules informations que j'avais puisque la vitesse que j'aurais pu avoir, qu'on voit ici, de 26 par 100 mètres par exemple, avec le GPS qui est connecté à ma montre, c'est la première question que les professionnels me posent. Pourquoi tu n'as pas voulu avoir la vitesse de ta nage? Parce qu'en fait, la vitesse ne dépendait pas de moi, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans un lac, vous n'avez aucune idée si vous avez le vent dans le dos, si vous avez des vagues, s'il y a du courant. Et c'est hyper frustrant d'avoir l'impression de bien nager et de voir sa vitesse décroître comme pas possible. Donc, j'ai décidé de ne pas avoir ces informations et d'avoir les seules informations que je maîtrisais, c'est-à-dire le temps et le nombre de coups de bras, donc ma cadence, pour la garder la plus stable possible. Et j'avais aussi un capteur glycémique dans le bras que j'ai gardé tout du long pour me permettre d'analyser aussi avec des spécialistes du CHUV, entre guillemets, le glucose dans le sang pendant la performance. Ce niveau rouge est le niveau de performance où pendant mes répétitions générales, même en mangeant énormément avant, je n'ai jamais réussi à être dans le rouge. Et pendant tout du long de mes traversées, j'étais dans le rouge. Donc le corps, en fait, c'est auto-géré soi-même. Donc c'est assez fou ce que le corps humain peut faire sans forcément avoir d'explication vraiment vraisemblable, physique ou médicamenteuse ou peu importe. Donc c'était assez fun d'observer tout ça. Dans ce lac dans lequel j'ai pris le plus de plaisir, et j'ai oublié de vous le dire, mais c'est le premier lac sur les 5 et sur les 3 autres que j'avais traversés qui avait un record, donc officiel avant le mien, entre guillemets avant ma tentative. Une personne l'avait faite. C'est quelqu'un d'enseignement de l'équipe suisse, un très bon nageur qui avait des records sur les plus longues distances en bassin, en piscine, que je voulais absolument battre. C'était un petit stress supérieur pour moi, mais un temps un petit peu pourri, je ne vais pas vous mentir. Beaucoup de vagues, on ne le voit pas très bien avec les reflets, mais il y avait énormément de vagues de face et beaucoup de navigation, comme je vous le disais. Mais ça ne nous a pas empêché de terminer ce lac. Vous me voyez là dans les bras de ma maman. Qui est venue me voir. C'était la première fois puisqu'elle faisait partie de l'équipe Terre, donc elle était toujours avec les camping-cars, donc jamais à l'arrivée. Et elle a pu négocier pour venir me voir et de poser avec moi sur cette photo du Luzerner Zeitung qui a attesté du coup notre record de plus d'1h20 sur ce lac qui a été du coup mon lac le plus rapide jusqu'à présent. Donc c'était une très très bonne réussite. Et ensuite vient la partie un peu plus compliqué, l'incertitude que j'aurais pu vivre tout du long, en sachant que tout dépend de la météo, mais que là, on avait un très gros souci, c'était, entre guillemets, les orages. Il faut savoir que traverser des lacs et compter sur la météo fin août en Suisse, il faut déjà être fou, mais on a décidé de le faire comme ça. Et on s'est fait du coup rattraper par les orages qui arrivent souvent après quelques jours de beau, auxquels on a eu beaucoup de chance d'avoir. Et donc là, vous voyez l'équipe un peu dépitée.
qui passe des nuits blanches à observer la météo pour savoir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il faut savoir que le dernier lac qui me reste, c'est le lac de Neuchâtel. C'est le plus grand lac complètement suisse et le plus long aussi de toutes les traversées. Et donc, ce n'est pas une traversée anodine, malgré que le lac est relativement rectiligne, il y a moins de risques entre guillemets que sur d'autres où les traversées sont plus techniques. Et surtout, vu qu'on a décidé de potentiellement le décaler d'un jour, il y a la moitié de l'équipe qui a décidé de rentrer puisqu'ils n'étaient pas très loin de la maison. On m'a proposé de rentrer et j'ai dit c'est impossible, moi si je rentre à la maison, je ne repars plus, ça c'est sûr. Donc je suis resté avec cette équipe de 4 où on est resté à Saint-Blaise du coup pour pouvoir analyser la météo. Et le vent du coup soufflait toute la journée dans le mauvais sens à plus de 25 km/h. Donc même des bateaux ne partent pas dans ce genre de conditions. Et le soir même, avant d'aller me coucher, j'ai regardé la météo et le vent avait tourné et on avait le vent dans le dos à 20 km/h. Donc du coup, on a décidé de prendre le départ. Là, vous voyez ma coach mentale qui m'a suivi non seulement sur l'élément, mais aussi sur toutes ces traversées, où j'essaie de me concentrer pour essayer de battre à nouveau le record de ce lac, qui est détenu par la même personne qui avait le record sur le lac des 4 cantons, qui est un record très très difficile à battre, puisqu'il fallait nager à plus de 3,8 km/h. Donc pause comprise, ce qui est énorme. Lui avait décidé de partir de Yverdon-les-Bains et d'aller dans l'autre sens. Nous, on a décidé de le faire à l'inverse. Et on a très très bien fait, malgré qu'il y a eu beaucoup de soucis. Quand vous avez énormément de vent dans le dos, c'est très sympa. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas jusqu'à ce qu'on le vive, c'est que bon, quand ça moutonne, ce n'est pas vraiment bon signe quand on nage dans le lac. Mais c'est que vous avancez de 2 mètres et vous reculez de 1. Donc ça, c'était la partie un peu moins fun, mais aussi l'autre partie, c'était qu'on avait énormément de journalistes du coup, qui venaient voir cette arrivée et dont un média local qui a décidé de faire un JT en direct pour me filmer à l'arrivée. Et donc, mon père était au téléphone avec mon papa qui est là, au téléphone avec ma copine qui était sur le bateau avec toute l'équipe, on va dire, aquatique, et qui lui dit il faut absolument qu'il arrive avant l'heure du JT, sinon on va rater le JT. Et mon papa, et bien sûr ma copine dit ben écoute David il s'appelle, je ne peux pas aller plus vite que la musique quoi. Enfin, on ne va pas lui dire parce que ça va le stresser, donc on verra bien. Et mon père a dit au journaliste qui était aussi au téléphone à côté, mon père lui a dit vous en faites pas, il va être là. Et ça a été assez fou, mais à la seconde près, j'ai couru, là vous me voyez courir, pour arriver au direct à la télévision du coup, qui est l'un des moments sur le moment que je n'ai pas vraiment apprécié parce que je n'ai pas du tout eu le temps d'apprécier mon arrivée. Mais par contre, il y a des images incroyables, complètement dingues, capturées dans cette interview où il y a toute ma famille qui est là, toutes ces choses qui sont du coup gravées pour toujours, tout va bien. Et l'objectif, c'était de traverser ces 5 lacs, c'est chose faite. On avait 15 jours, on n'en a fait que 11, 188 km, c'est la plus longue distance nagée en aussi peu de temps par un nageur au monde. Et du coup, on a eu évidemment une grande surprise d'avoir toute la presse qui est venue parler de ça. Donc vous avez ce fameux journaliste qui m'a accaparé en sortant de l'eau. Et du coup, voilà un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc 11 jours, pratiquement 61 heures d'efforts cumulés, 202 000 coups de bras, puisque j'avais les informations dans mes lunettes. Donc on a pu le communiquer de manière précise. Et 5 lacs, 5 records, plus de 70 apparitions médiatiques, c'était à la fin de cette traversée, on en a eu plus depuis. Et un impact à peu près de 2,3 millions de personnes. Donc c'est à peu près l'équivalent de la Romandie, mais on a touché évidemment un petit peu de personnes en Suisse allemande, c'était l'objectif aussi. Et puis vous avez là toutes les cartes de toutes nos traversées. Certaines, comme vous pouvez le voir, sont moins efficaces que d'autres. On n'a pas été hyper bon là-dedans. Mais quand on doit laisser passer des courses de traversée en largeur, on n'a pas le choix. Et ensuite, j'ai dû prendre quelques jours, pas énormes, pour me remettre et de me lancer dans l'objectif concret pour aider, entre guillemets, à améliorer la situation sur ces lacs et qui était d'organiser le Water Lover Challenge, une action que j'ai eu la chance d'organiser et d'être soutenue par la Confédération, l'Office fédéral d'environnement, qui pour la première fois soutient entre guillemets un sportif, un créateur de contenu, peu importe la casquette qu'on veut mettre sur ce projet, mais pour justement mener à bien un projet écologique. Et on a eu également la marque Biotherm qui fait partie du groupe L'Oréal avec qui je travaille beaucoup, où l'objectif aussi avec eux, ça a été de
amoindrir, entre guillemets, leur impact en termes de plastique. Donc cette année, ils ont changé pratiquement toute leur gamme, donc Biotherm qui fait, on va dire, office de testeur du groupe L'Oréal, où tous leurs packaging ont été changés pour du verre. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire tout de suite, mais c'est une bonne première étape. Ils vont switcher pour du plastique recyclé qui est le packaging le plus écologique aujourd'hui. Et donc, du coup, l'objectif, c'était de collecter un maximum de mégots, si possible plus de 188 000, qui était l'équivalent de ma distance en mètres, en moins de 15 jours, ce qui a été largement réussi. On a collecté 1/4 million de mégots en 15 jours. On a eu plus de la moitié des cantons qui ont participé, des écoles, des entreprises, des villes qui ont permis de rendre ça possible. On a découvert des choses complètement folles. Là, on est à Genève. Enfin, il y a des choses complètement tarées, même dans des lieux où il y a très peu de passages, voire zéro, comme on peut voir ici par exemple à Vercorin, au plein milieu de la nature, où la personne nous a écrit et nous a dit je n'aurais pu faire ça pendant toute la journée tellement il y en a. Et en fait, la problématique, c'est qu'on a des très bons services de voirie en Suisse, surtout à Genève d'ailleurs, mais la problématique, c'est que évidemment, ces personnes-là ne peuvent pas être là 24 heures sur 24 et surveiller chaque personne qui jette un mégot. Et surtout, elles ne peuvent pas être actives aussi dans les coins un peu reculés de la Suisse, hors des villes. Et c'est là où il y a énormément de choses à faire, où un mégot qui tombe dans l'eau, encore une fois, va polluer une rivière et arriver dans le lac et arriver dans les océans. Donc c'était une partie très compliquée. Mais du coup, je vais m'attaquer normalement au printemps prochain à un nouveau projet de la même envergure, mais cette fois, on va essayer de faire participer tous les cantons parce que d'être roman et de communiquer avec les Suisses allemands, ce n'est pas facile, mais on va essayer de rendre ça possible. Et du coup, j'ai envie de terminer cette présentation pour vous inviter à rêver grand. Quand j'ai annoncé que j'allais me lancer dans ce défi, tout le monde m'a dit c'est impossible. Personne ne peut nager autant de kilomètres avec aussi peu de temps de repos. Tu as eu ton Covid, tu as des problèmes entre guillemets de santé, tu n'es pas du tout au plein de tes capacités. Comment tu vas réussir à faire ça? Et de la même manière où j'ai dit à 8 ans que j'allais réussir à faire champion suisse, je savais que j'allais réussir ce challenge. Et là, vous me voyez avec ma maman et mon papa et moi tout seul, très content à l'arrivée finalement de ce grand défi. Et voilà, j'ai quoi d'autre vous dire à part que c'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de jouer. Très bien. On va ouvrir la partie questions, si tu es d'accord. Avec plaisir. Bon, je vous laisse à ouvrir. À nouveau, félicitations, bravo. Merci beaucoup. Quel bel exemple. Luc? C'est surtout par rapport aux angoisses. Oui. Ça part aussi vite, c'est venu. Enfin, par les 3 heures. Tout d'un coup, ça disparaît petit à petit, ou tout d'un coup, il y a une coupure qui fait que… Alors, ça disparaît petit à petit. Ah, d'accord. Mais ce qui n'est pas fun, c'est que pendant ces 3 heures, je suis vraiment pas bien. C'est 3 heures comme ça, ou c'est 3 heures, c'est un pic qui redescend? C'est un peu les montagnes russes, mais c'est plutôt plutôt les montagnes russes. Mais c'est très difficile, surtout pour moi, de le vivre parce que j'ai vraiment jamais été sujet à ça. J'étais plutôt de l'équipe à me moquer de ce genre de trucs avant en me disant mais calmez-vous quoi. Et en fait, c'est vraiment incontrôlable. C'est incontrôlable. L'hypnose, tout ça, vous avez pas fait? J'en ai fait beaucoup. C'est d'ailleurs un peu à cause de ça que j'ai ça aujourd'hui. Donc, je suis un fervent de… C'est à cause de l'hypnose que je me suis retrouvé un peu dans cette situation, puisque j'ai été voir du coup quelqu'un avant ma traversée du Léman, qui du coup est un spécialiste, c'est le meilleur, je dirais même du monde. Il travaille énormément avec les anesthésistes pour en fait accompagner les gens, généralement les grands brûlés, qui doivent se faire opérer sans anesthésie. Et donc au début, il est bien sûr plein jusqu'en 2055, c'est impossible d'avoir rendez-vous avec lui. Et du coup, quand je lui ai contacté pour lui dire j'ai besoin de ton aide pour m'amener le plus loin possible parce que je vais traverser l'un des plus grands lacs d'Europe, il m'a dit c'est pas du tout dans mon ADN quoi. Moi, je travaille dans le milieu de la santé pour prévenir entre guillemets des douleurs, aider des gens. Et puis pourquoi prendre 1 heure pour qu'un mec fou traverse un lac et entre guillemets utilise cette technique pas forcément pour les bonnes raisons, ce qui est complètement juste. Mais il a accepté de me rencontrer et on a tout de suite cliqué. Il a vu que j'étais très sensible à l'hypnose, qu'au bout d'une séance, j'arrivais à m'hypnotiser tout seul. Donc, on s'est vu 2 fois. Et en fait, en hypnose, ce qui est un truc très important, c'est qu'il faut sortir de l'état d'hypnose. Et en fait, pendant ces 6 mois, quand j'ai terminé ma traversée du Léman, je ne suis jamais sorti de cet état d'hypnose. Donc, du coup,
j'ai été insensible à la douleur pendant 6 mois. Et ce Covid qui m'a enflammé finalement, ce qui est une petite courbature qui avait été un peu maltraitée. Il y aura un code de quelqu'un qui claque un doigt, non? Ben, ça doit être conscient, enfin même inconscient, mais ça doit être en tout cas fait. Et malheureusement, on ne l'a pas fait. Et moi, je ne le savais même pas, hein, je le sais maintenant. Et du coup, ça m'a, entre guillemets, suivi pendant 6 mois où je me suis rendu compte après coup, mais que j'avais eu 0 douleur, rien du tout. Donc, je pouvais même mettre la main dans le feu sans me brûler. Et C'est à cause de l'auto-hypnose. grâce à l'auto-hypnose, pour le coup, à cause avec les effets secondaires, puisque du coup, quand tout s'est renflammé, le fait que pendant 6 mois, je n'ai pas eu l'information de la douleur, même quand il a eu un tout petit peu, il a tout de suite mis la lumière sur ça. Puis maintenant, je suis devenu hypersensible de la zone de la poitrine, du cœur plus précisément. Et du coup, mon cerveau, à chaque fois que j'ai mal ici, qui est juste l'attache musculaire du pectoral, hein, il lance le signal d'alerte comme si j'allais mourir et faire une crise cardiaque. Donc du coup, ça m'arrive tous les jours. Donc j'ai ça tous les jours. Alors, je n'ai pas les effets Tous les jours, pardon. d'avoir des crises d'angoisse, entre guillemets, de ne pas me sentir bien. Alors, le mot crise d'angoisse, c'est vraiment ce que j'ai dans l'eau, parce que là, vraiment, je sens que je me bats contre moi-même. Dans la vie de tous les jours, c'est plus une gêne avec laquelle je vis très très bien. Va venir, vous n'arrivez pas à les stopper avant que ça arrive. Elle est pratiquement omniprésente. Donc aujourd'hui, je ne me rends même plus compte de si elle est là ou si elle n'est pas là. Tout d'un coup, là, je la sens, puis je me dis « Ah, je ne l'ai pas sentie pendant un moment, ça fait plaisir de te revoir. » Mais c'est comme ça. Et puis, ça ne m'handicape pas du tout dans la vie, entre guillemets, de tous les jours, ni dans mon sport. Enfin, c'était un peu difficile à battre pendant ces traversées. Mais ça m'a fait aussi des effets secondaires assez spéciaux plutôt. J'ai de la peine à conduire maintenant. Improbable. J'adore conduire, j'ai piloté des avions, j'ai eu mon permis très tôt. Et maintenant, j'ai beaucoup de peine à être dans la voiture sur l'autoroute, par exemple. Et vous avez vous contrôlé dans. J'arrive à conduire, mais c'est aussi, je me bats contre moi-même. Il y a vraiment mon cerveau qui me dit qu'il faut sortir. Ton prochain défi, tu nous en parles un peu? Alors, je peux vous l'annoncer, ce n'est pas du tout public encore, donc il faut le garder pour vous. Alors, c'est très, très mystérieux, mais du coup, je reste dans l'eau, mais pas dans le même sport. C'est le comité Suisse Olympique qui est venu me chercher pour monter un duo mixte de natation artistique, donc rien à voir, pour être le premier duo mixte de Suisse, ça c'est sûr, mais on vise du coup une médaille au championnat d'Europe en juin de l'année prochaine. Donc là, je m'entraîne secrètement avec l'équipe suisse, avec des filles qui font ça depuis 15 ans, mais où je dois réussir à faire mes grands écarts et tous mes trucs pour pouvoir réussir à faire, espérons, une médaille pour la Suisse. Et le comité international est en train de se décider s'ils ouvrent cette épreuve aux Jeux Olympiques. Donc ce serait la possibilité pour moi, en tant qu'ancien sportif d'élite, de pouvoir vivre ces Jeux en dehors de juste le présenter, entre guillemets, au JOJ. Donc, la discipline existe pour les championnats d'Europe et pour les championnats du monde, mais pas pour les Jeux Olympiques pour l'instant. Pourquoi vous en avez déjà fait avant? Alors non, mais disons que la partie la plus compliquée, ce n'est pas le cas pour moi, mais la plus compliquée pour pas mal de nageuses du coup, puisque c'est un métier quand même assez féminin, c'est l'endurance, le souffle et puis on va dire l'explosivité, enfin toutes ces choses que moi j'ai en ayant fait de la natation. Et puis je suis assez souple, pas trop par rapport à elle, mais je suis assez souple. Donc du coup là, mon gros travail, c'est vraiment de m'assouplir au maximum. Il y a déjà des gens qui sont au top niveau. Il y en a de 2 ou 3. Il y en a deux ou trois. Il y a une dizaine de nations qui proposent des duos mixtes pour l'instant, mais le niveau est relativement atteignable. C'est mon avis. Ça s'est jamais fait. En Suisse, je suis le premier. Et ça s'est fait ailleurs dans le monde? Oui. Il y a une dizaine d'équipes pour l'instant, mais qui ne sont pas extraordinairement, entre guillemets, douées pour l'instant, puisque c'est un sport qui vient de commencer, quoi. Donc j'espère pouvoir être à la hauteur de ce défi. Question aussi, ce serait, maintenant que tu as fait tout ça physiquement et que tu continues justement en être physiquement actif, est-ce qu'un jour tu aimerais avoir le rôle que ta coach sportive mentale a eu pour d'autres, vu ce que tu as vécu avec elle, est-ce qu'elle t'aide à faire au quotidien? Alors, moi je joue le rôle de psychologue de beaucoup de gens dans mon entourage déjà. J'ai envie de dire psychologue parce que ma coach mentale est psychologue avant d'être coach mentale aussi. En fait,
le coaching, pour moi, c'était un mot que j'aimais pas trop au départ, mais qui fait complètement sens. C'est en fait, c'est tellement personnel. Enfin, il n'y a pas de méthode, de miracle qui marche. Moi, pour vous dire, pour éviter d'avoir ces crises d'angoisse à partir du moment où j'en ai eu une, où on a dû trouver du coup une solution pour que ça passe mieux, j'ai dû trouver un moyen de la personnifier pour la rendre concrète, bien réelle. Et pour moi, on m'a demandé du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est cette douleur? Enfin, c'est une chose qui du coup surgit un peu de nulle part. Tu sais qu'elle va arriver du coup, puisqu'on le sait, et qui n'est pas très agréable. Et moi, j'ai dit, pour moi, c'est la feuille d'impôt. Donc du coup, pour moi, à chaque fois que j'avais cette douleur, je disais, ben voilà, j'ai ma déclaration d'impôt qui arrive, je sais qu'elle va arriver, c'est pas hyper cool. Et du coup, c'était le cas sur tous les lacs, je me disais à moi-même, ben, on va attendre de faire notre déclaration d'impôt plus tard parce que le taux est plus favorable au bout. Donc du coup, ben, j'ai essayé de cette technique qui a super bien marché du coup. Alors ça élimine pas, c'est pas une méthode miracle qui fait tout enlever, mais ça m'a permis de plus avoir de vraies crises d'angoisse qui m'arrêtaient pendant un long moment, quoi. Donc par exemple, ben, ça c'est quelque chose qui a écrit nulle part. Personne ne va vous dire ah vous avez mal au cœur, pensez à la feuille d'impôt et puis faites pas le déclarer tout de suite. Enfin, personne ne fait ça. Non, personne ne fait ça, mais personne peut dire penser à la représentation du mal, mais Ouais. peu importe. Mais c'est pas un métier qui t'inspire pour plus tard, on va dire. Pas forcément, pas forcément. Alors de suivre des sportifs qui me demandent des conseils et tout avec grand plaisir. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, c'est un métier vraiment qui, même si là, j'ai vécu beaucoup de choses, demande quand même une formation. Enfin, on parle quand même au mental, au sens large des gens. Et puis, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi, où je ne me verrais pas intervenir de manière professionnelle là-dedans sans avoir entre guillemets, un background voilà, de formation. D'autres questions? Oui, est-ce que tu as essayé le yoga? Pardon, Nadia Maréchal, coach professionnel et enseignante Kundalini Yoga. Est-ce que tu as essayé le yoga? Non, pas du tout. Pas du tout, mais du coup, je teste tout et n'importe quoi en ce moment. Ah, mais j'ai au moins 2 pistes pour toi. Ouais, alors je teste beaucoup de choses parce que l'idée, c'est déjà dans la vie de tous les jours, pas forcément en tant que sportif, mais d'essayer d'éviter d'avoir cette douleur, ça peut être bien. De pouvoir reprendre la voiture en pleine, en toute sérénité, ce serait bien aussi. Mais du coup, c'est aussi quelque chose avec lequel aujourd'hui, moi, je vis très très bien, puisque en se défendant, enfin en étant défendeur de l'environnement, c'est assez pratique de ne pas avoir envie de prendre la voiture. Donc du coup, c'est un problème qui se règle par soi-même. Et quelque chose qu'un ostéopathe m'a dit très récemment, parce que du coup tout le monde veut me voir pour essayer d'analyser ce truc, c'est qu'il m'a expliqué quelque chose d'assez fou, qui je pense est assez vrai. C'est que quand on se lance dans des défis comme ça, qui sont inhumains, c'est vraiment le mot, le corps n'est pas fait pour faire ça. C'est le mental qui nous amène à réussir. Il y a la volonté, il y a l'entraînement, il y a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas quelque chose du coup que moi je recommande aux gens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus m'écrire, y compris des personnes typiquement handicapées par exemple, qui m'ont dit j'aimerais beaucoup traverser le Léman, et je leur ai dit, vu la nuit que moi j'ai passée, parce que ça dure une nuit aussi, ça dure à peu près 20 heures pour moi, pour certains ça dure 3 jours, j'ai dit avec tous mes membres et tout le bien que je te souhaite, je t'ai dit je te déconseille de commencer par ce lac parce que c'est le lac le plus compliqué des milliers de kilomètres à la ronde. Il est très connu aussi pour ses vagues, pour les navigateurs qui viennent s'entraîner en mer dans le lac Léman. Et du coup, je lui ai dit, il y a plein d'autres lacs plus sympas à faire avant pour savoir ce que ça veut dire traverser un lac. Et du coup, on parlait justement d'un cadre où on a même un axe où on se dit, voilà, les gens, de manière générale, ils ont un axe ici, où le zéro est là, et puis le seuil de douleur, il est ici. Et quand tu te lances dans ce genre de défi, ton axe, il bouge. Et du coup, de la même manière où vous avez une couverture sur vous le soir, cet axe, il peut bouger, vous pouvez bouger votre couverture, mais si vous tirez trop, vous allez avoir froid aux pieds. Et du coup, pour moi, cette douleur au niveau de la poitrine, c'est mes pieds qui ont froid. Et du coup, si je veux réussir à atteindre ce genre d'objectif, je dois être d'accord de payer le prix que ce que 99% des gens n'ont pas du tout de problème avec et de réussir ce que 99% des gens n'arrivent pas à faire. Et du coup, c'est un peu cette règle que quand on me l'a dit, je me suis dit, c'est vrai que ça fait sens. Et ensuite, on m'a dit, les deux solutions qu'on a, c'est soit tu es d'accord avec ça et tu continues à performer parce que c'est ce que tu veux faire et tu es d'accord d'avoir froid aux pieds, entre guillemets, soit on essaie de ramener le cadre sans être sûr que ça va partir et que du coup, tu performeras moins bien. Et du coup, j'ai choisi de garder le cadre là-bas en haut en espérant que je n'avais pas d'autres douleurs qui surviennent. Tes crises d'angoisse, c'est la peur de quoi? C'est la peur
mourir, d'être enfermé? Alors, encore une fois, c'est très spécial. Là, vraiment, dans le lac de Lugano, c'est vraiment là où c'était très fort parce que vraiment, je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais fait des crises comme ça dans un lac. C'est au départ vraiment un peu une douleur à la poitrine où on se dit, il y a un truc bizarre, où on entend aussi beaucoup de gens qui font des infarctus, où on décrit ce genre de symptômes, où la poitrine est serrée, la gorge qui se serre, on a de la peine à respirer. Et du coup, on se dit, est-ce que c'est mon cerveau qui me joue des tours ou est-ce que c'est mon corps qui me dit, là, il faut s'arrêter? Et du coup, c'est toujours pour moi, en tout cas, le ping-pong de savoir, est-ce que j'écoute mon cerveau ou est-ce que j'écoute mon corps? Donc, est-ce que j'écoute Noam qui a envie de faire ses trucs et d'aller jusqu'au bout, etc. Ou est-ce que j'écoute mon corps qui me dit, là, peut-être, on est arrivé au bout? Et du coup, il faut pondérer tout ça, prendre des décisions, parce que personne ne peut les prendre à notre place, puisque personne n'est à l'intérieur de nous, quoi. Donc, c'est très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que j'ai une crise d'angoisse, il ne se passe rien. C'est-à-dire, je ne m'évanouis pas, je ne vomis pas, je n'ai pas de tremblement ou de choses comme ça. J'ai des symptômes, on va dire, physiques, de la transpiration, le cœur un peu serré et tout. Mais ça ne m'empêche pas, entre guillemets, de fonctionner au sens large. Et du coup, je me suis rassuré en me disant, c'est une information que de la même manière où quand on respire de l'eau froide, quand on boit de l'eau froide, on peut avoir mal aux dents. Là, de la même manière que quand on nage, on peut avoir ce genre de sentiment dans l'eau. Et il faut réussir à normaliser ça avec son cerveau, mais c'est un travail de longue haleine, quoi. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions encore? Parce que maintenant, depuis que vous parlez de crise d'angoisse, j'ai le cœur qui s'emballe parce que j'en ai aussi. Mais moi, c'était suite à. Vraiment, j'étais en train de me noyer. Ouais. Maintenant, dans la mer ou ailleurs, j'ai des crises d'angoisse dans l'eau. Pas tout le temps. Des fois, je nage, tout va bien et tout ça. Et puis, il y a quelque chose, il y a eu un élément déclencheur chez vous aussi. Parce que moi, je sais pourquoi j'ai ça. Parce que vraiment, j'étais en train de me noyer avec ma fille de 7 ans. Ouais. Voilà. Ouais, c'est quelque chose de marquant. Vous avez eu un élément Alors, déclencheur? oui, mais justement, lié à ça directement, dans le sens, il n'y a pas vraiment de commencement, c'est un peu un cycle que je ne sais pas d'où il a commencé, mais il ne s'est jamais terminé. C'est justement où j'ai commencé à avoir ces douleurs au niveau de la poitrine qui sont devenues de plus en plus fortes après mon Covid. C'était 1 mois et demi après. Et puis, j'ai eu tellement mal que j'ai commencé à paniquer. Donc, du coup, là, tout s'enclenche, signal d'alarme et tout. Rien à voir avec l'eau. Rien à voir avec la voiture non plus. J'ai jamais fait d'accident, jamais fait d'excès de vitesse, rien du tout. Puis aujourd'hui, j'ai de la peine à être au volant, quoi. J'ai les mêmes symptômes que quand j'étais dans l'eau, par exemple. Donc du coup, c'est comme si je me sentais un peu à l'étroit alors que je ne me sens pas enfermé, quoi. Mais c'est vraiment un sujet que quand je l'ai abordé tout de suite. Dès que je l'ai eu sur LinkedIn, par exemple, j'ai partagé ma réussite de la traversée du lac de Lugano où j'aurais pu dire on est les premiers, on est les meilleurs. Et j'ai vraiment dit c'était la merde. Vraiment, c'était difficile. Et c'était le plus court. Et c'était le premier. Donc, je partais justement avec, entre guillemets, l'envie de partager aussi ça parce que ça fait partie du sport. Et j'ai eu énormément de sportifs de haut niveau qui sont venus m'écrire et on m'a dit mais purée, merci d'avoir partagé ça parce que nous, on n'ose pas. Pour des raisons de sponsors, pour des raisons de financières, pour plein de raisons différentes. Oui. Et du coup, moi, j'avais mes sponsors signés. Ils pouvaient partir, mais l'argent était déjà là. Donc, vous pouvez partir si vous voulez. Ouais. Oui. Et puis après, nous, on a aussi des contrats avec nos sponsors qui sont très restrictifs de notre côté. C'est-à-dire qu'on se garde le droit d'annuler, d'arrêter à tout moment. Il n'y a aucun impact financier sur cet arrêt puisque tout est enclenché déjà. On fait la première traversée, tout est payé déjà. Donc, il n'y a aucun remboursement. Donc, les sponsors savent aussi, quand ils se lancent dans ce genre d'aventure, c'est un peu qui tout double. Mais généralement, ils sont plutôt très contents. Surtout dans ce cas, oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Encore, tous nos conférenciers ont droit à la même chose à la fin de la conférence, c'est la baguette magique. La baguette magique, c'est quoi? Je te donne une baguette magique et tu choisis ce que tu en fais. Un vœu. Un vœu? Il faut bien réfléchir là. Je dirais que les gens aient plus de bon sens. Je trouve que le bon sens, c'est quelque chose qui manque un petit peu dans notre société en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, il faudrait, ça serait bien, peut-être dans 6 ans ».
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on est, je vais parler un peu d'écologie, mais on est dans une, et de finance aussi, on est dans une situation qui est vachement spéciale, qui n'est pas du tout positive. Alors évidemment, il faut garder la tête froide et puis d'avancer positivement vers la suite. Mais quand je vois les signaux d'alarme qu'on nous envoie de plein de milieux différents, notamment au niveau de l'environnement, et que les gens continuent de consommer, de polluer, de jeter des trucs par terre, par exemple, ben moi, ça me rend fou. Je n'arrive pas à comprendre. En fait, aujourd'hui, vous êtes chez vous, enfin, vous mangez un yaourt, vous ne jetez pas votre yaourt par terre. Enfin, ça me paraît évident. Et là, on voit des fumeurs en voiture, par exemple. J'ai rien contre les fumeurs, mais contre ceux qui jettent leur mégot par terre quand même un peu. Ben, ils sont en voiture et puis ils jettent leur mégot par la fenêtre. Et puis, moi, j'ai discuté avec des gens qui font ça. Ils me disent « Ah, mais enfin, c'est un réflexe. » Mais, Merci. bah ouais, mais c'est bizarre. Mais voilà, ce joli vœu. Merci beaucoup.